commence la semaine avec vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Nous sommes le 30 décembre 2024. C'est l'une des dernières émissions de cette année 2024. Entre les lignes, on l'a commencé bien, on la termine bien. On l'a commencé avec M. Patrick Eyalé, sûrement l'un de mes premiers invités et l'un de mes derniers invités. Vous voyez combien il a été important pour vous et pour nous, toujours pour vous servir. Mesdames et messieurs, avec lui, nous allons aborder trois thématiques. D'abord, on va aborder les communiqués conjoints Moïse Katumbi et Joseph Kabila. On va aborder également le passage du chef de l'État dans 3 provinces de l'espace Kasaï. On parlera enfin de cette sortie médiatique qui fait vraiment couler encre et salive de Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la Cinco et archevêque de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'être avec nous. Nous recevons, comme je l'ai dit tantôt, M. Patrick Eyalé. Il est éditorialiste, il est communicant. Il vient donc donner son point de vue sur les questions d'actualité. M. Patrick Eyalé, d'abord, merci beaucoup pour avoir été avec nous depuis 2024, depuis le début jusqu'à la fin maintenant. Vraiment, vous avez régalé certains de nos téléspectateurs qui vous aiment bien. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime, mais ceux qui vous aiment, vous les avez régalés. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres durant l'année 2024. Merci Dan. Comme c'est la période de fin d'année, j'en profite pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Merci beaucoup. Ainsi qu'à toute l'équipe de Congo Buzz. Oui. Mais aussi aux personnes qui me sont chères. Je pense là à mon épouse, ainsi qu'à mes adorables enfants. En tout cas, nous les saluons là où ils sont, hein. Dieu voulant, nous ainsi que toute la grande famille, on m'en voudra si je ne fais pas cette précision. Salutations également au pasteur Serge Ndala, de là où il nous suit. Merci également à vous. Alors, M. Patrick Eyalé, on va commencer par ce communiqué conjoint Kabila, Katumbi. Les deux ont commencé d'abord par dénoncer la grave crise socio-économique, sécuritaire et politique que vit la République démocratique du Congo. De ce point de vue-là, on peut dire qu'ils ont tort de dire qu'il y a 3 grandes crises socio-économiques, politiques et sécuritaires dans notre pays. Vous êtes sûr que dans leur communiqué, ils n'ont pas dénoncé l'agression que subit le pays de la part du Rwanda? Ils l'ont pas quelque part mis? Bon, dans le communiqué, ça ne... Il n'y en a pas. Ça ne se trouve pas. Je ne suis pas d'ailleurs surpris. Donc, ce qui est, je dirais, étonnant, c'est, je reviendrai sur, excusez-moi, je reviendrai sur la quintessence de leur communiqué, mais je m'attelle d'abord sur la rencontre des deux personnalités. Je disais, ce qui est étonnant, c'est, j'avais cru penser qu'on avait avec les gens d'ensemble, qu'on avait affaire à des gens qui n'ont qu'une parole, des gens qui ont le sens de l'honneur, le sens de la dignité. C'est comme ça qu'ils se vendent, c'est comme ça qu'ils se présentent. Surtout quand on lit les tweets de celui qui était jadis compère de Jean-Pierre Bemba. Il est passé chantre de Kabila, demandant au passage plus de pouvoir pour Kabila, qu'on rallonge le mandat de Kabila à 7 ans. On semble l'oublier, parce que maintenant, là, il est devenu influenceur, mais il fut aussi président de l'Assemblée nationale. Donc, quand on l'entend parler et tweeter, on a l'impression qu'on a affaire à des gens qui n'ont qu'une parole, qui ont un sens de l'honneur, de la dignité, et que sais-je encore. Mais, après tout ce qu'ils ont eu à dire sur M. Kabila, j'ai encore frais en mémoire le passage de M. Katumbi sur France 24 où il disait de Kabila que c'est un assassin. Il a tué à Béni, il a tué à l'Est, il a tué dans le 2 Kasaï. C'est un assassin. Voilà pourquoi je l'ai quitté. Il terminait en disant de Kabila, c'est l'incarnation du mal. Donc j'ai un peu du mal à comprendre. Après qu'ils aient tant, je dirais, chahuté l'alliance entre Kabila et Tshisekedi, traitant le président de la République, M. Tshisekedi et son camp, de tous les noms d'oiseaux,
comment c'était pour eux un scandale à les entendre. On avait l'impression qu'ils allaient mourir d'étouffement parce que monsieur le président de la République s'est allié avec monsieur Kabila. L'indignation, il se bouchait le nez même quand il parlait de ça. Qu'est-ce qui a changé depuis pour que monsieur Kabila ne soit plus l'assassin qu'il était, ne soit plus le diable qu'il était, pour que eux fassent aujourd'hui alliance avec monsieur Kabila? Eux qui ont l'habitude de prendre les gens de haut, de se présenter comme des gens bien pensants. C'est, in fine, je dis que notre classe politique est la même. Est la même. Que ce soit ceux qui nous pondent un français sirupeux et que ce soit ceux qu'on appelle les gens sous le bois, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est un peu comme quelqu'un qui s'enivre de whisky, mais qui est tout de même ivre, mais qui raille celui qui s'est enivré de chimpampa. Alors que vous deux, vous êtes ivres de quelque chose. Vous êtes ivres. Donc cette alliance n'aurait jamais dû avoir lieu après les discours de M. Katumbi sur Kabila. Contrairement à eux, moi je ne peux pas m'ériger en tant que juge de l'opportunité en politique de s'allier avec tel ou X. Je ne peux pas m'arroger. Je ne suis pas juge de la moralité et de la cohérence de gens. C'est eux qui se sont érigés en juges pour dire que tel et tel ne pouvait pas, ne devait pas. Moi, à ce qui me concerne, je sais que la politique, ce n'est pas moi qui l'ai dit, là, est dynamique. Mais à un moment, il faut arrêter de prendre les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages, en se présentant comme des gens, comme j'ai dit tantôt, qui n'ont qu'une parole, et, qui ne s'allient pas avec n'importe qui. C'est un peu cela, ce qui est dommageable dans notre classe politique. Mais on a vu aussi le président Tshisekedi être allié à monsieur Kabila dans la coalition FCC-Cash. Ouais. Après tout ce que l'UDPS a dénoncé sur le président Kabila à l'époque, on a dû même entendre à un certain moment qu'on le traitait de Rwandais. Ouais. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai signifié que normal. Notre classe politique... C'est normal alors de voir... Non, j'ai signifié que notre classe politique est à certains égards pareil. Parce que quand il y a eu cette alliance, mais les gens, particulièrement le clan Katumbi, a fustigé cette alliance, disant que c'était une alliance contre nature. C'est cela l'objet de mon étonnement. Pourquoi quand il s'agit du président de la République et Kabila, c'était une alliance contre nature, et quand il s'agit de vous, qui avez aussi traité M. Kabila de Tanzanien, là pour vous, non, on doit juste voir et passer notre chemin. Non, il est de bon droit que l'on rappelle aux bons diseurs que vous êtes minable. Non, c'est quand même fort, M. Patrick. Non, ce n'est pas fort. Parce que... Minable? Non, ils sont minables. Non. Pourquoi je le dis? Très fort. Non, c'est le qualificatif qu'il sied. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir été autant critique, sévère, pour que, in fine, vous fassiez la même alliance. C'est minable. C'est minable, cher Dan. Il n'y a pas d'autre qualificatif. Prêtez-moi un qualificatif que je peux utiliser. Si minable ne s'y est pas. Mais ce que je dis aussi, à part le fait que c'est minable, cette alliance, c'est très fort. Non, mais c'est très fort. Non, Dan. Minable, c'est quand même assez fort pour. Bon, c'est petit. Vous préférez que c'est petit? Il m'arrive de manquer de mots. Si vous me prêtez un mot qui peut correspondre
à cette alliance de la carpe et de la tortue, j'utiliserai bien ce mot-là. Mais pour l'instant, les deux seuls mots qui me sont venus à l'esprit, c'est minable et petit. Vous avez fustigé une personnalité, M. Olivier Kamitatou. Vous avez dénoncé le fait que c'est s'érige en donneur de leçons, alors qu'hier, il était dans ce que l'UDPS dénonçait également. Alors, M. Olivier Kamitatou, qui signe le communiqué conjoint qui lie M. Moïse Katumbi. Ah, celui qui avait signé. Oui, celui qui avait signé le communiqué conjoint, M. Olivier Kamitatou. N'a-t-il pas droit, en tant que Congolais, de fustiger la mauvaise gouvernance, les mauvaises pratiques ou une dérive qui, pour lui, mène le pays sur une pente dangereuse? N'a-t-il pas droit, en tant que citoyen congolais intellectuel et pris de bon sens? N'a-t-il pas droit? C'est de bon droit, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Mais j'aurais estimé et j'aurais pensé, c'est comme ça que je vous ai demandé, si dans le communiqué pondu par M. Kamitatou, il n'y avait pas aussi le fait de dénoncer l'agression rwandaise. Vous m'avez dit que pour avoir bien parcouru ce communiqué, moi je ne l'ai pas lu, qu'il n'y en avait pas. Et poursuivons dans son élan, M. Kamitatou, quand on a fait cette observation, il a dit, avec l'arrogance légendaire qui lui est reconnue, il a dit que nulle part dans le passé, il a vu un communiqué de l'UDPS dénonçant l'agression rwandaise et soutenant nos forces armées. J'ai eu à répondre à cela. J'ai dit, admettons que cela soit vrai. Admettons que par le passé, c'est qui est faux, parce qu'il y a des communiqués que les gens de l'UDPS ont brandis, quand le Sphinx de Rose Mémoire encourageait nos FARDC. Mais admettons qu'il aurait eu raison, qu'il n'y aurait pas eu un communiqué de l'UDPS dans ce sens-là. Droit de pointer la responsabilité du gouvernement. Mais, M. Patikali, c'est là où je me dis et je pense que nous sommes juste dans ce jeu politique de haute toit, que je m'y mette. Les artifices mis en avant ne sont que la poudre de perlimpinpin pour dire que non, voilà, nous veillons aux intérêts de la population. Alors qu'ils sont dans un agenda, lequel agenda les faits sont en train de montrer, s'ils ne sont pas complices de l'instabilité qu'il y a à l'Est, mais ils en sont, je dirais, contents. Ils en sont, je dirais, bénéficiaires même. Je suivais un communicateur de M. Moïse Katumbi dire que ce que nous vivons dans l'Est de la RDC est aussi la faute de l'UDPS. Parce que, à l'époque, le feu Etienne Tshisekedi s'était allié avec le RCD pour exiger le respect des accords de Sun City. Car cette alliance est parmi les causes de cette insécurité. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? L'accord de Sun City, c'est cet accord qui a permis à ce que le pays soit réunifié. Oui. Si nous devons nous arrêter à cette conclusion, ce communicateur-là a tout faux. Parce que n'eût été l'implication du Sphinx pour faire revenir à la table de négociation le RCD, qui contrôlait à l'époque une grande partie de l'Est de notre pays, je ne suis pas devin, mais je pense que nous serions encore peut-être dans cette guerre-là qui a opposé notre pays au RCD. Le RCD qui a donné naissance au CNDP, le CNDP qui a donné naissance au M23, c'est la continuité. Donc, c'est la continuité. L'UDPS s'est allié en quelque sorte à l'époque au M23. C'est la continuité, non.
c'est la continuité de l'AFDEL. L'AFDEL Oui. nous a amené une guerre, je dirais, d'invasion. Oui. C'est une guerre d'invasion. Oui. Et notre pays était pratiquement balkanisé déjà. On en reviendra avec les propos de Monseigneur Fulgence Moutéba. Notre pays était balkanisé. Oui. L'Est du pays était contrôlé par, je dirais, le Rwanda, à travers ses supplétifs. Mm. Le but ultime était de récupérer l'intégrité de notre territoire tel que nous l'avons hérité. C'était ça l'enjeu. Mm. Il fallait pour ce faire négocier avec le RCD. Parce qu'ils tenaient par devers eux les territoires de l'Est du pays. C'est pareil à la situation d'aujourd'hui où le M23 a beaucoup des pans entiers du pays. C'est pareil, aujourd'hui le gouvernement dit on ne peut pas négocier. Mais à l'époque, le gouvernement congolais avait négocié avec le RCD et le pays a été réunifié, comme vous le dites. Pour faire la même chose, pour réunifier le pays, retourner les 7 millions de déplacés internes dans leur localité, on peut pratiquer la même, tout justement, la même méthode. Tout justement. Oui. On ne peut pas pratiquer la même méthode qui donne les résultats éphémères et espérer que ces mêmes méthodes produiront des résultats, je dirais, qui diront dans le temps. C'est comme ça que le président dit, au lieu de continuer à négocier avec les supplétifs du Rwanda, nous allons négocier directement avec le Rwanda. Parce qu'il va de soi, en commençant par le M23, en remontant par le CNDP et même le RCD, ce sont des produits du Rwanda. À chaque fois qu'on a négocié avec eux, les résultats sont toujours précaires. Il y a un autre groupe qui apparaît avec un autre agenda, et même ce groupe-là, quand 2 ou 3 choses revendiquées ne sont pas exécutées, ils reviennent à la charge. Le président de la République a dit, cette fois-ci, faisons les choses différemment. On va négocier directement avec le Rwanda. On va mettre sur la table non seulement le Rwanda, mais les alliés du Rwanda. Parce que il est clair que le Rwanda, dans cette guerre, il a des alliés puissants. Il faut les impliquer pour que nous trouvons une solution pérenne. C'est cela. Il peut se tromper, mais je me dis qu'il ne se trompe pas, le président de la République, en pensant ainsi et en voulant faire ainsi. Parce que sinon, on va négocier avec le RCD et non, je dirais que c'est le M23. Pour quel résultat? Ils vont demander le brassage, le mixage, ils vont demander la protection de telle minorité. C'est les mêmes revendications. Lesquelles revendications, quand on les a exécutées, ce sont ces revendications qui nous ont affaiblis. Parce que la plupart, pas la plupart, je dirais pas, je n'ai pas les éléments dans leur entièreté, mais beaucoup des militaires qui ont été brassés et mixés, leur allégeance appartient au Rwanda. On le voit dans les théâtres des opérations, comment certains militaires retournent leur tenue. On ne peut pas continuer à brasser et mixer des militaires qui... le bel exemple, c'est celui de Kundaba Touareg, qui a été brassé, qui figurait dans notre armée comme officier supérieur. Mais une fois arrêté, envoyé à la haie, il a dit que c'était un Rwandais. On ne peut pas continuer avec... Alors, M. Patikali, vous avez semblé dire ici, si j'ai bien saisi, il est possible que Moïse Katumbi et Joseph Kabila soient derrière ce qui se passe aujourd'hui dans les LRDC. Il est vraiment possible? Et si oui, quels sont les éléments qui démontrent vraiment que ces deux personnalités peuvent être derrière ce qui se passe là-bas? Leur réticence, non. Leur refus, c'est plus de la réticence, leur refus à pointer du doigt le responsable de cette instabilité. Laquelle instabilité dure depuis 3 décennies. C'est cela qui est suspicieux. Et pour moi, ce n'est plus de l'ordre de la suspicion. Je commence à en avoir de la certitude. Je veux bien qu'ils portent la responsabilité du président de la République. C'est de bon droit. Mais qu'ils escamotent, qu'ils aillent jusque
j'ai suivi un jour un de hauts cadres de Ensemble dire qu'ils n'ont aucune preuve de l'implication du Rwanda. Mon ami Onyemba, sur Top Congo. Je me souviens du passage encore de... Avec tous les rapports qu'il y a des Nations Unies... Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de preuve de l'implication du Rwanda. C'est cela qui me titille. Le même passage de l'émission de Moïse Katumbi, où on lui posait la question sur l'implication du Rwanda. Il a carrément mis la question de côté pour dire que la responsabilité revenait à notre gouvernement. Entièrement. De vous à moi. Je ne me permettrai plus de dire que c'est minable, mais convenez avec moi, somme toute, que c'est curieux. Au-delà d'être minable, c'est curieux. Vous l'avez dit, avec tous les rapports je dirais, des pays, des organisations, oui, qui pour la plupart sont loin d'être nos amis. Quand je dis nos amis, les amis du Congo. Qu'est-ce que vous voulez encore que nous concluions? Donc, personnalité... la conclusion à laquelle vous arrivez, c'est que, étant donné que Joseph Kabila et Moïse Katumbi ne condamnent pas directement le Rwanda, c'est-à-dire... Ni le Rwanda, ni les mouvements rebelles qui sont les produits du Rwanda. Donc, ils sont des mèches. Fortiori, a fortiori, il y a une forme de collusion, si pas de complicité. Ou du moins, ils partagent l'agenda de ces groupes armés parrainés par le Rwanda. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils disent que le pays actuellement est une prison à ciel ouvert, droits de l'homme non respectés, acteurs politiques emprisonnés, pas de liberté d'expression. Monsieur Patikel, est-ce qu'ils ont tort? C'est ce qui est extrêmement marrant. C'est de voir M. Katumbi faire se communiquer avec M. Kabila. Pour la petite histoire, M. Katumbi a été contraint à l'exil, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Et ça c'est même plus du syndrome de Stockholm. Faire un communiqué avec celui que vous qualifiez, il n'y a pas 10 ans, il y a là d'incarnation du mal. Non, il aurait dû faire ce communiqué seul. Le faire à côté de M. Kabila, c'est se moquer de lui-même. De quelle manière? Non, mais quand vous avez été contraint à l'exil, et au passage, vous avez été ramené au pouvoir, blanchi de toutes vos accusations par ce régime que vous accusez aujourd'hui. Mais Dan, ça prête à faire rire les vaches. Il y a des gens qui peuvent pondre ce genre de communiqué, mais pas celui qui a été blanchi. Est-ce qu'il n'y a pas d'arrestation de prisonniers politiques? Mais non. Est-ce qu'il n'y a pas de... Excusez-moi, je me suis trompé dans ma formulation. Est-ce qu'il n'y a pas de prisonniers politiques? Et prisonnier politique, celui qui est arrêté pour ses opinions politiques. Pour ses opinions politiques. Il n'y en a pas. Citez-moi un exemple. Non, il n'y en a pas. Non, citez-moi un exemple. À ma connaissance, aucun politicien n'a été arrêté pour ses opinions politiques. Jean-Marc Abound n'est pas un prisonnier politique. Il n'a pas... Non, allons-y. Ouais. Jean-Marc Abound a tenu des propos, je dirais, relevant des accusations contre le pouvoir en place. Il a dit qu'il y avait des avions qui atterrissaient et qui ramenaient des masses d'argent. C'est une accusation grave. C'est une accusation grave. Ce n'est pas une opinion politique. On lui a demandé d'apporter les preuves. Vous avez, dans le procès, vu ces preuves apportées par M. Jean-Marc Abound? Vous pensez que vous pouvez vous réveiller en France
aux États-Unis, ou je ne sais où, je ne parlerai pas du Rwanda, ni du Congo-Brazzaville, tenir un point de presse pour dire que le pouvoir en place fait atterrir des avions et dans ces avions, on y met des sommes d'argent faramineux qui vont à des destinations où il y a des paradis fiscaux. Mais on a suivi des propos plus forts que ça, sans être inquiété. Non, restons d'abord là. Ouais. Est-ce que c'est une opinion politique? Ça ne l'est pas. Qui encore? Seth Kikouni. Seth Kikouni. Monsieur Seth Kikouni, j'ai même oublié la teneur des propos qu'il a eu à tenir, mais je peux... Vous avez dit les Katangais, vous ne pouvez pas vous laisser faire. Donc, non, j'aurais bien voulu répondre mot à mot. Oui. Ce qu'il a dit, mais malheureusement, je ne l'ai pas en tête, mais il va de soi. Me basons simplement de ce que vous venez de dire, qu'il était en train de faire une incitation à la révolte. Une incitation à la révolte. Ce n'est pas une opinion politique. Je vous ai dit qu'un prisonnier politique est celui qui est arrêté pour ses opinions politiques. Est-ce que le fait d'appeler à une communauté de se révolter, c'est une opinion politique? Dans quel pays? Dans quel pays ce genre de propos peut être considéré comme opinion politique? Mais le contraste, c'est qu'on a suivi pire que ça à l'époque de Kabila. Quand on a suivi le Sphinx demander à ce qu'on arrête Kabila, qu'on les lui amène ligoté. Le Sphinx a subi pire. Le Sphinx a été mis en résidence surveillée pendant... Le Sphinx a prêté serment. Mais Dan... Il a prêté serment. Il n'a jamais été inquiété. Non, mais il a été plus qu'inquiété. Par qui? Mais le Sphinx a été mis en résidence surveillée. Sa résidence était barricadée. Vous ne pouvez ni y entrer, ni y sortir pendant plus d'une année. Il lui fallu qu'il tombe sévèrement malade pour qu'il y ait des négociations, pour qu'il sorte de sa résidence. Ne perdons pas la mémoire, cher Dan. La résidence de Sphinx était fortement militarisée. Personne n'y entrait, personne n'y sortait. Mais quand même, ces propos qu'il tenait... Mais ces propos lui ont valu d'être mis en résidence surveillée sans qu'il n'ait eu droit à un procès. Est-ce que la rencontre Moïse Katumbi, Joseph Kabila ne fait-elle pas peur? Vous avez d'une part un ancien président de la République qui a tout connu, rébellion, 18 années au pouvoir. Après Mobutu, c'est le dernier qui a fait longtemps au pouvoir. 18 ans au pouvoir, c'est-à-dire qu'il a des secrets d'État qu'il maîtrise, il connaît les fonctionnements de l'armée. En tout cas, c'est un des hommes les mieux informés de la République. Est-ce que ça n'inquiète pas cette rencontre-là, qu'il y a un monsieur qui longtemps était dans l'ombre, et du coup il se laisse apparaître? Ça n'inquiète pas, ça? Non, ça doit inquiéter. Ah oui. Ça doit inquiéter. Aussi longtemps que leur agenda était un agenda subversif, ça devrait inquiéter. Parce qu'il va de soi qu'ils ont un agenda commun subversif. J'appelle les gens qui ont le pouvoir entre les mains à considérer avec la plus grande attention la rencontre de ces deux personnalités qui ont malheureusement choisi d'emprunter ou, je dirais, de donner quitus à tout schéma de subversion. Venons-en à la problématique de la révision, du changement de la Constitution. Ils ont martelé là-dessus pour dire que si l'on ose aller dans ce sens-là, c'est violer des pactes républicains, c'est mettre le pays dans une situation d'ingouvernabilité. Encore une fois, venant de la part de celui qui a modifié cette Constitution... Il a révisé. En 2011. Oui. Il a révisé. Oui. Une révision, mais aujourd'hui, c'est différent. Une révision, c'est une modification. On a modifié certains textes. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on veut plutôt toucher à l'âme de cette Constitution. On veut mettre tout des côtés. On veut mettre, je veux dire, même les articles verrouillés, on veut les toucher. À la dernière information, le chef de l'État a dit qu'il y aurait une commission pour réfléchir sur ce qu'il faut faire pour,
je dirais, mettre à jour la Constitution. Moi, c'est l'information que j'ai. Et quand on réfléchit, on ne s'interdit pas les choses. On juge de l'opportunité de savoir si on doit garder cette Constitution en l'améliorant, en la mettant à jour, ou si il ne faut pas carrément changer de Constitution. C'est des débats qui se tiennent partout. Actuellement, en France... Mais là, ça devient dangereux au niveau... Permettez-moi actuellement, en France, il y a des politiciens qui réfléchissent sur l'opportunité de changer de Constitution. Parce que, avec ce qui se passe, avec la majorité qui ne s'est pas dégagée, ils estiment que la Constitution actuelle a montré ses limites et qu'il faudrait qu'il passe à une autre république. Je ne vois pas au nom de quoi on pourrait interdire aux gens de réfléchir sur l'opportunité de changer carrément de république. Je n'ai pas donné ma position, mais j'ai dit qu'il serait antidémocratique d'empêcher les gens de réfléchir sur les voies à emprunter. Surtout venant de ceux-là ou de celui-là qui n'a pas hésité à, vous avez dit, modifier, à reviser les articles pour, je dirais, consolider son pouvoir. C'était ça le but. C'était simplement pour consolider le pouvoir, son pouvoir. Lui, c'était consolider le pouvoir. Consolider. À lui, c'était la consolidation du pouvoir. Et au président Tshisekedi, c'est quoi les mobiles? Le président a dit, et je suis bien d'accord avec lui, que cette constitution a des, je dirais, des difficultés dans son application. On n'est pas encore arrivé à ce sujet-là, mais je veux faire un saut en avant déjà. Ouais. Voyez-vous ce qui s'est passé au Kasaï avec le gouverneur du Kasaï central? Peu de gens ont su déceler ce qu'il y avait au fait. Moi, j'ai compris que c'était une écueil à l'exécution de la Constitution. Pourquoi? Ce gouverneur estime qu'il lui revient à lui, en tant que gouverneur, d'être le maître d'ouvrage de tous les travaux qui se font au Kasaï central. Il estime que c'est anormal que ce soit le gouvernement central qui appointe les entreprises qui vont, les uns construire les routes, les autres bâtir des édifices publics. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Mais nous sommes là pour aller escruter la pensée qu'il y a des... Il a dit plutôt que la province n'avait pas de route. Pour la petite histoire d'Anne, moi j'étais au Kasaï. Quand le gouverneur parlait, c'était dans l'exercice on débrief. Il y avait ses collaborateurs qui étaient à côté, qui murmuraient, qui disaient, mais c'est oui, comment on peut faire les choses sans nous associer? Ses collaborateurs étaient assis à côté de moi, j'entendais. Le nœud du problème, c'est ça. C'est comme ça que, pour mettre à mal cela, le gouverneur a dit qu'il n'y a rien qui se fait. L'accusation qu'il n'arrivait pas à formuler à haute voix, c'est le fait qu'il y ait des entreprises qui sont en train d'opérer, mais qui ne sont pas de son fait. Il aurait voulu, il pense que cela devrait être de son fait. En tant que gouverneur, c'est lui qui doit être le maître d'ouvrage de tous travaux qui se fait au Kasaï central. C'est cela le problème. Parce que dans notre constitution, il y a des domaines réservés pour le gouverneur, qui sont la réhabilitation, la construction de la voirie, et des domaines réservés au gouvernement central. Mais eux, ils estiment qu'il n'est pas le seul. Plusieurs gouverneurs sont dans cette posture de penser et de dire et d'affirmer qu'il leur revient à eux d'être les maîtres d'ouvrage de tous travaux qui doivent se faire dans leur province. C'est là l'une des difficultés qu'il y a dans notre constitution. Les gens se sont arrêtés sur le cosmétique, mais moi, j'ai pu lire entre les lignes pour faire un clin d'œil à l'émission. Merci beaucoup, M. Patrick Ayalé. Mais entre-temps, ce qu'il dit, restons dans ce qu'il a dit, restons factuels dans ce qu'il a dit. Est-ce faux?
que la province est vraiment... J'ai vu les gens vouloir remettre en cause la parole du ministre de la Communication qu'on a dit qu'il faut relativiser. Non, le ministre avait fortement raison. Pourquoi? Non, il ne vit pas avec cette population. Non, non, non. Vous n'avez pas besoin de vivre avec cette population. Moi, j'y étais. Non, le gouverneur... Quand vous descendez à l'aéroport, oui, juste à côté, on construit un nouvel aéroport. Déjà, quand vous descendez au Kassai... Mais il n'est pas le seul. Attendez. Même au sein de l'UDPS. Attendez. Oui, oui. Entre dire qu'il n'y a rien qui s'est fait et constater qu'on construit un aéroport, qu'on construit une université, qu'on construit un hôpital, il faut savoir. Il faut savoir. Donc, et le même gouverneur, il a rétropédalé, on l'a mis devant le fait accompli, on l'a apporté devant, j'ai oublié le bâtiment qui venait d'être achevé, où il a reconnu que, voilà, il y a des choses qui se font, mais là maintenant, il a déploré la lenteur. Il n'a plus dit cette fois-ci que rien n'est fait, mais il a déploré maintenant la lenteur. Oui, sur ce fait, je peux le suivre, je peux le comprendre, je peux être même son porte-parole. Parce que entre ce que moi j'ai vu et ce qu'il avait affirmé qu'il n'y avait rien qui s'est fait, non, c'est bien beau parce qu'on a envie de noircir le bilan, de dire des choses. Et comme l'a dit le ministre Mouyaya, relativisons. Il y a des choses qui sont en train de se faire, mais il y a de la lenteur. Il y a de la lenteur. Mais il n'est pas le seul. Même M. Abraham Lokabonga, il a écrit sur son compte officiel, Facebook, qu'il est étonné de voir qu'à Kananga, il n'y a pas de route viable. Sa descente de l'aéroport jusque là où il était interné, il n'a pas vu de route viable. Ça, c'est M. Abraham Lokabonga, l'ancien directeur de communication de la présidence. Le problème qu'on a avec nous, Congolais, c'est que quand on n'est plus aux affaires, ou quand on n'est pas aux affaires, on a cette fâcheuse tendance à voir tout en noir. Mais il est UDPS. Mais, oui. Réécoutez-moi. Oui. Je dis ceci. Le problème avec nous, Congolais, c'est que quand on n'est plus aux affaires, ou quand on n'est pas aux affaires, on a cette fâcheuse tendance de voir tout en noir. Il aurait été aux affaires, je vous dis, Dan, je mets ma main à couper, il n'aurait pas tenu ce langage. Il faut être parmi ces rares Congolais que je suis, qui même quand il n'est pas associé à quelque chose, ou qui n'est pas aux affaires, tient un discours cohérent. Moi, j'étais au Kananga comme lui, j'ai vu les travaux en construction de la route qui doit relier l'aéroport jusqu'au centre-ville. Et le DG de la BCECO, le fils Mabi Mulumba, lors du point de presse, a expliqué où en étaient exactement ces travaux. En expliquant qu'on devait d'abord maîtriser les érosions. Parce qu'il ne servirait à rien d'accélérer sur la route si vous ne maîtrisez pas les érosions. Mais comme il n'est pas aux affaires, comme il n'est plus aux affaires, il veut noircir le tableau. Il veut noircir le tableau. Mabi Mulumba, je pense que c'est aussi un Kassaïen. Oui. Il est déjà de la BCECO. Il a si bien dit, voilà les écueils que nous avons connus, que nous connaissons. Il y a les érosions que l'on doit maîtriser. Mais il a dit que une fois les érosions maîtrisées, il a même donné un deadline. Il a dit, si je ne me trompe pas, qu'au bout de 6 mois, cette route sera achevée. Monsieur Patikele, parlons de l'AMIBA. Le chef de l'État avait comme promesse de campagne, déjà au passage au cours de son premier mandat, pendant la campagne électorale, avant même qu'il ne soit élu, il promettait de relever l'AMIBA, de remettre l'AMIBA en état. L'AMIBA, comme nous le savons, c'est le moteur de la province. Quand l'AMIBA fonctionne, en tout cas, toute la province du Kassai oriental fonctionne normalement. Les activités commerciales évoluent vraiment de façon merveilleuse. Pas simplement au Kassai oriental, mais on dirait même dans tout l'espace Kassai. L'AMIBA, c'est vraiment, on va dire, leur grenier, quoi. Mais aujourd'hui, 6 ans après, l'AMIBA n'est toujours pas relevée. On apprend même que Mbujima est l'une des villes, Mbujima est le Kassai oriental, l'une des provinces les plus pauvres, où les biens importés coûtent extrêmement cher. Le chef a amené 50 millions de dollars pour la relance de l'AMIBA. Or, selon les plans proposés par plusieurs experts, consultés par le gouvernement,
Le dernier plan proposé, c'était 161 millions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 50 millions? 6 ans après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'AMIBA n'est toujours pas relevé? Moi, je pense que il aurait fallu envisager, pour relever la province du Kassai oriental, envisager d'autres plans au-delà de l'AMIBA. Oui, la minière de Bakwanga. Au-delà de l'AMIBA, on devrait réfléchir sur d'autres activités qui pourront relever l'AMIBA. Parce que si on fonde les espoirs que sur l'AMIBA pour relever la ville de Mbujimayi, je crains que les espoirs ne soient pas rencontrés. Mais pour ce faire, moi je me dis, cela vaut pas simplement pour Mbujimayi, mais pour toutes nos provinces. Tant qu'il n'y a pas de routes et tant qu'il n'y a pas d'électricité, aucun plan de relance ne marchera. Pour moi, la priorité des priorités, c'est les routes et c'est l'électricité. Est-ce qu'il y a des routes qui relient les 3 provinces, Kassai oriental, Kassai central et Hélas, Kassai? non. Hélas, non. Il y a des projets, pour certains qui ont commencé, pour d'autres, même pas. Donc le peuple a du mal à... Moi, je pense que... La vie est très chère là-bas, vous qui étiez sur place. Oui, si, je confirme, la vie est très chère. Et je peux dire que les gens gardent encore espoir. Mais l'impatience commence à poindre. L'impatience, il faut, je n'ai jamais caché et je ne cache pas mon soutien chef de l'État, mais il faut que nous ayons le courage de dire certaines choses. L'impatience commence à poindre. L'impatience commence à poindre. Un petit mot sur les changements de la révision de la Constitution, on y revient. Monsieur Didier Boudimbo, en meeting à Kassangoulou, il déclare fort que, voilà, si l'on change la Constitution et que le chef de l'État veut se représenter pour un 3e mandat, si le peuple le veut, il se représentera pour un 3e mandat. Mais vous posez la question comme s'il n'a pas le droit de le penser, de le dire. Non mais, Monsieur Patrick Yalé, ouais. Quand même, 3e mandat? Non, ça ne sera pas un 3e mandat. Si la Constitution est changée, ça ne sera pas un 3e mandat. Mais nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas encore là. Mais pourquoi dire ce genre de propos devant un peuple... Devant un peuple... Terminez votre question pour que j'ai de quoi répondre. Vous savez, le jeu politique a ceci, et démocratique a ceci de particulier, c'est que c'est la majorité et la voix de la majorité qui s'applique. Quand bien même que ça peut déplaire à certaines personnes, même aux politiciens en robe, ne leur en déplaise, en politique et en démocratie, c'est la loi de la majorité. On finit avec la question sur... vous disiez, vous donnez votre avis sur la réforme constitutionnelle. Quel est votre avis par rapport à ça? Non, je disais, quand je suis passé ici pendant la campagne, où je plaidais pour ma candidature, il y avait des réformes déjà qui me tenaient à cœur. Et là, cette question sur la réforme n'était pas encore mise sur la table. Mais moi, déjà à cette époque, je plaidais pour qu'on fasse une mise à jour. En ce qui concerne le pont sur lequel je faisais campagne, je parlais pour qu'il y ait plus de concentration de pouvoir. Je prenais exemple sur le pouvoir des bourgmestres. Aujourd'hui, ils ne sont là que pour les cérémonies de mariage et surveiller qu'on balaye la voirie. Mais ils sont payés par l'État pour quelle parcelle de pouvoir et d'autorité qu'ils ont. Voyez-vous, il y a comme ça, si je remets encore en perspective l'échange qu'on a eu tout à l'heure avec le gouverneur du Kassai, tout aussi part de la
déconcentration du pouvoir. D'ailleurs, celui qui maîtrise bien ce dossier, ce sujet, et qui en parlait avec force de l'argument, c'est M. Sesanga. Malheureusement, depuis, il a changé d'opinion. Je ne sais pas s'il a changé d'opinion ou qu'est-ce qui a changé, mais moi, c'est une opinion que je continue à partager. Il faut qu'il y ait davantage de déconcentration du pouvoir. Mais maintenant, je ne suis pas d'avis à penser que seule la Constitution, si elle est révisée ou changée, permettrait que le pays se développe à la vitesse que nous souhaitons. Non. Au début de la prise de fonction du président de la République, j'ai dit l'une des choses qui permettra au président de réussir son mandat, c'est le choix des collaborateurs. Force est de constater que l'observation que j'avais faite à cette époque demeure. On peut changer des constitutions, la modifier ou la réviser, mais quand les choix des collaborateurs, des personnes devant animer les institutions, des personnes devant être les exécuteurs des projets ne sont pas de la bonne facture, nous allons toujours connaître les difficultés que nous connaissons. Le casting a été bon depuis que le chef est au pouvoir? Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Et les résultats sur le terrain? Mi-figue, mi-raisin. Et s'ils changent les castings? On change les castings, on n'est plus, je dirais, on est plus rigoureux dans le choix. On laisse vraiment le champ libre à l'IGF que l'on transforme en parquet financier de punir, de sanctionner les détourneurs. On met à jour la Constitution, les 3 ingrédients pour moi, pour que nous décollions. Parlons de Monseigneur Fulgence Moutéba, archevêque de Lubumbashi, et président de la Synco. Parlons de la révision du changement de la Constitution. Lui dit que cette initiative peut conduire à la balkanisation du pays. Vous savez, avant, je prenais les avis et considérations de nos évêques ou de certains ecclésiastes comme argent comptant. Je ne pensais pas qu'il pouvait avoir des appréciations, des jugements à géométrie variable ou comme un vent à moulin. Mais depuis certains faits, m'ont fait rétracter de ce point de vue que j'avais sur eux. Leur position, leur point de vue, j'ai compris, est fonction de leurs intérêts du moment et de leur agenda. Sinon, comment comprendre qu'une personnalité qui était hier médiocre, qui devait dégager, soit aujourd'hui devenue quelqu'un à qui on accorde un soutien inconditionnel à ses projets? Comment comprendre cela? À quel moment ce médiocre-là, qui devait dégager, est devenu le saint francatable aujourd'hui, avec qui on est dans une alliance, bloc patriotique? Comment comprendre cela? Que voulez-vous dire par là? Si vous avez du mal à suivre, je pense que ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment comprennent ce que je suis en train de dire. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je pensais que les évêques, du moins ceux qui sont, je dirais, dans l'activisme politique, ils sont connus. Vous avez M. Jolet, vous avez M. Fulgence, vous avez le cardinal, c'est eux qui ferraillent pour leur agenda politique. Avant, je pensais qu'ils n'avaient pas d'agenda politique, que tout ce qu'ils disaient, leur point de vue, était neutre et qu'il y avait une forme d'équidistance dans leur prise de position. Mais, quand je constate qu'ils arrivent même à mentir pour leur intérêt, c'est là que Ils ont menti à quel niveau?
Nous avons reçu 40 000 smartphones venant de la Tunisie, de la Mongolie, de je ne sais où, alors que dans les instants qui suivaient, M. Kamitatou, encore lui, affirmait que leur candidat, non, que leur bailleur avait envoyé 40 000 smartphones. Donc, ce mensonge-là, sur lequel M. Tchol n'est jamais revenu, a fini de me persuader que pour leur intérêt, ils sont capables de mentir. Alors, ils sont capables de manipuler. Maintenant, moi, je veux dire, je pense que la République ne cédera pas au chantage des politiciens non assumés. Le chef de l'État les traite des politiciens en soutane. Il a cité deux ennemis. Les opposants et les politiciens en soutane. Sont-ils les ennemis de la République? Quand vous avez le cardinal qui, dans sa déclaration, qui a mis la poudre au feu, est allé jusqu'à dire que les populations vivant dans les territoires libérés vivent mieux, n'est-ce pas là des propos que seul un ennemi de la République peut tenir? Les territoires libérés, les Congolais vivent dans les territoires libérés. Que les Congolais vivant dans les territoires libérés, parlant de la rébellion de Nanga, vivaient mieux. Et que ces partis étaient mieux administrés. Ah, vous voyez comment vous êtes interloqués. C'est les propos du cardinal. Quand il justifie la prise d'armes par certains Congolais, parce que le gâteau n'était pas bien distribué. N'est-ce pas là des propos que seul un ennemi de la République ayant des agendas de subversion peut tenir? Merci beaucoup, Monsieur Patrick Eyalé, communicant éditorialiste. C'est le dernier numéro avec lui de l'année 2024. Nous avons commencé donc l'année. On termine avec, je l'ai dit à l'entrée, vraiment mes vœux les meilleurs à vous tous qui nous suivez de par le monde. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Christian Mbouka, Homo Fortis Elika. Merci également M. Patrick Eyalé pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier de souhaiter un meilleur vœu à tous les téléspectateurs de Congo Buzz et particulièrement de Entre les lignes. Merci beaucoup M. Patrick Eyalé, à toutes et à tous. Merci, portez-vous bien. Bonne année 2024.